Alors, la prochaine conférence, comment sécuriser des milliers de serveurs gratuitement, le cas CrowdSec. Alors, découvrez CrowdSec, la plateforme d'automatisation de la sécurité gratuite et open source reposant sur l'analyse comportementale et la réputation des adresses IP. Elle analyse le comportement des visiteurs, identifie les menaces et protège les services numériques contre tout type d'attaque. La solution permet aussi aux utilisateurs de se protéger mutuellement. Chaque fois qu'une IP est bloquée, tous les membres de la communauté en sont informés. Déjà utilisée dans plus de 175 pays sur 6 continents, la solution constitue une base de données d'IP, plus de 7 millions en temps réel, qui profitera aux particuliers, aux entreprises, aux institutions, etc. La communauté partage aujourd'hui plus de 2 millions de signaux d'attaque par jour. Alors, pour vous en parler, on accueille Sébastien Blot, qui est développeur de l'équipe centrale chez CrowdSec. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Je m'appelle Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de CrowdSec. Pourquoi est-ce qu'on a créé cet outil, comment est-ce qu'il fonctionne et ce qui va vous permettre de faire. Donc, alors, avant de parler de CrowdSec en lui-même, on va commencer par un simple constat. Pourquoi est-ce qu'on a créé CrowdSec? Tout simplement, pour nous, aujourd'hui, c'est que le paysage de la cybersécurité a changé. Aujourd'hui, la cybersécurité n'est plus uniquement qu'une question de moyens. On peut avoir les meilleures équipes avec les meilleurs ingénieurs sécurité. Eh bien, il y a toujours un risque non négligeable de se faire compromettre. Comme on peut le voir avec les différents logos qu'on voit sur ce slide, ils ont été pris un peu au hasard parce qu'aujourd'hui, quasiment toutes les semaines, on entend parler d'une grosse fuite de données ou autre. Ce sont des entreprises qui ont des moyens très conséquents en termes de sécurité, mais pour autant, ce n'est pas parfait. Ils continuent à se faire compromettre. Alors pourquoi? Alors pour nous, une des raisons, c'est qu'aujourd'hui, les différents groupes de cybercriminels en fait changent leurs habitudes, changent leur manière d'opérer. Ils commencent à faire équipe entre eux, que ce soit au niveau du partage par exemple de malware, d'outils pour aller infecter leurs victimes, ou également en termes de partage de ressources, donc par exemple des serveurs pour aller attaquer, des C2 pour contrôler les infections, ou même carrément se partager des accès. Il suffit qu'un groupe ait réussi à compromettre une entreprise, mais que ce ne soit pas une entreprise qui soit dans une verticale qui l'intéresse, dans ce cas, il peut tout à fait partager ou revendre les accès à un autre groupe d'attaquants. Et donc les attaquants, eux, commencent à faire équipe, mais nous, côté défense, aujourd'hui, chacun a tendance à rester dans son coin. On est un peu sur une approche traditionnelle où donc une entreprise va avoir ses firewalls, etc., va détecter des attaques, va les bloquer localement, mais personne d'autre qu'eux ne sera au courant. Alors aujourd'hui, on peut avoir du partage d'informations entre entreprises à des niveaux assez limités, dans des cercles assez restreints. En fait, nous, on aimerait changer cela en utilisant l'approche de la foule. Donc, c'est-à-dire rendre ça vraiment accessible au plus grand nombre. N'importe quel utilisateur de CrowdSec aujourd'hui, quand il détecte une attaque, il va remonter cette information à la communauté et donc ça va nous permettre donc, de bloquer globalement des IP qui sont connues comme étant malveillantes, comme essayant de pirater des serveurs sur Internet. Et donc pour faire ça, notre ambition, c'est de construire le plus grand réseau de réputation d'IP sur la planète. Aujourd'hui, on a déjà plus de 100 000 installations. On va avoir des dizaines de milliers d'utilisateurs qui quotidiennement nous remontent de l'information en nous disant cette IP m'a attaqué pour telle raison, etc. En tout, on va collecter environ aujourd'hui 20 millions de signaux d'attaque par jour, en sachant que ce chiffre est en augmentation constante tous les jours. Et on a détecté en tout jusqu'à 13 millions d'IP malveillantes donc, qui scannent les utilisateurs de CrowdSec. Donc maintenant, pour rentrer un peu plus dans le fonctionnement de CrowdSec.
Donc en termes de fonctionnement, c'est relativement simple. Donc c'est un agent qui va tourner sur vos machines. Donc toute l'analyse de vos logs, etc. se fait localement. Jamais ils ne vont quitter vos serveurs. Donc on va déjà avoir l'agent donc, qui va acquérir vos logs. Donc qui va les lire depuis par exemple un fichier, depuis des conteneurs Docker. L'agent peut également par exemple faire office de serveur syslog, comme ça vos équipements réseau peuvent leur envoyer directement ces logs. Il va aussi savoir acquérir des logs depuis par exemple des data sources cloud, par exemple Kinesis chez AWS, CloudWatch, etc. Ces logs donc, vont être lus, ils vont être parsés pour récupérer donc, les informations importantes du log. Donc par exemple, ça va être récupérer l'IP source qui a déclenché cette ligne de log et par exemple extraire un comportement. Donc par exemple, une authentification qui aurait échoué sur votre application web. Et donc ces logs parsés vont être ensuite confrontés à ce que l'on appelle des scénarios. Donc un scénario, c'est quelque chose qui va décrire un comportement malveillant spécifique. Par exemple, un brute force SSH. Donc quand suffisamment de logs pour une IP donnée vont correspondre à ce scénario, CrowdSec va décider donc de prendre une décision. Donc cette décision, vous contrôlez complètement ce qu'elle peut être. Par défaut, c'est tout simplement un ban de 4 heures sur l'IP source en question. Mais sur certains protocoles, par exemple, vous pourriez tout à fait, par exemple sur du HTTP, décider d'afficher un captcha à l'utilisateur plutôt que de tout simplement le bannir. Ou vous pourriez imaginer, par exemple, sur un brute force d'un compte utilisateur, forcer l'activation de la 2FA dans votre base de données directement sur cet utilisateur. Comme ça, même si l'attaquant réussit à trouver le mot de passe, en fait, il ne pourra pas se connecter au compte de l'utilisateur. Et derrière, vraiment, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Et donc la partie remédiation, donc c'est vraiment très souple, c'est un composant à part de CrowdSec qui va donc récupérer la liste de décisions à appliquer et va vraiment les appliquer où vous voulez, que ce soit sur le pare-feu local de votre machine, sur votre pare-feu de tête, sur, je ne sais pas si votre site est derrière Cloudflare par exemple, donc directement une règle au niveau de Cloudflare pour la bloquer directement à ce niveau-là. Ça peut être aussi par exemple au niveau du WAF AWS ou vraiment ce que vous voulez. Et même si jamais vous avez des solutions, on va dire un peu maison, pour gérer par exemple vos listes d'IP et tout, il y a possibilité d'appeler des scripts maison à vous pour derrière vraiment faire ce que vous voulez des décisions qui sont prises par CrowdSec. Et donc, une fois que CrowdSec a pris une décision, il va nous remonter cette information. Donc, les informations qu'il va nous remonter sont extrêmement simples et extrêmement limitées. Ça va nous remonter l'IP source qui a fait l'attaque, donc l'IP que vous allez détecter, le type d'attaque, donc par exemple un brute force SSH, un scan de port, et le timestamp auquel l'attaque a eu lieu. Et c'est tout. Jamais vos logs ne vont quitter votre serveur. On reçoit uniquement ces métadonnées-là pour, derrière nous pour prendre des décisions et savoir si on doit redistribuer ou non l'IP à la communauté. Donc, en termes de type d'attaque que CrowdSec va pouvoir détecter, donc par défaut, ça va venir avec un certain nombre de scénarios, donc ils vont détecter, on va dire, les choses classiques, donc du brute force d'identifiant, du scan de port, ou sinon ça peut être aussi sur des choses un peu plus métiers. Par exemple, si vous avez un site d'e-commerce, vous êtes très probablement confronté à des attaques de type credit card stuffing, où un attaquant va essayer énormément de cartes de crédit différentes pour essayer d'en trouver une valide et passer une commande. Ça, si jamais votre application log, par exemple, chaque tentative, derrière, CrowdSec pourra très facilement détecter ce comportement si vous lui expliquez comment faire. Même chose, toujours sur l'e-commerce. Le scalping ou le scrapping, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Et encore une fois, ce sont des comportements qui sont assez visibles dans les logs. Par exemple, du scalping, on va très souvent voir la même IP ou un pool d'IP qui va faire des requêtes toujours sur la même page, à souvent des intervalles assez réguliers. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut détecter relativement facilement. Et on va aussi pouvoir détecter des choses, on va dire, un peu plus haut niveau. Si vous exposez par exemple des serveurs de VoIP, détecter des robots qui essayent d'utiliser ces serveurs pour appeler des numéros surtaxés ou ce genre de choses. Ou pareil, en prenant un peu plus de recul en termes des logs qui sont analysés,
au lieu de, par exemple, se concentrer uniquement sur l'IP, mais plutôt se concentrer sur le pays ou l'AS source d'une requête, pouvoir essayer de détecter des dénis de services distribués. Et de manière générale, donc ça c'est ce qui vient de base, c'est très simple d'écrire un nouveau scénario. La communauté aussi écrit des scénarios. En fait, on a un hub qui est ouvert à la contribution pour tous, où n'importe quel utilisateur de CrowdSec peut pousser de nouveaux scénarios et de nouveaux parseurs pour ajouter le support de nouveaux types d'attaques ou de nouvelles applications dans CrowdSec. Et donc, de manière générale, à partir du moment où vous détectez un comportement qui est visible dans vos logs, CrowdSec pourra vous aider. Donc, CrowdSec lui-même, donc la partie agent, c'est quelque chose qui est open source, qui est gratuit et qui le restera pour toujours. Il n'y a vraiment aucune limitation dans la partie agent. Il n'y a pas de fonctionnalités, on va dire, qui sont réservées à des utilisateurs payants, utilisateurs gratuits ou payants, exactement les accès aux mêmes fonctionnalités, sans aucune limitation. Donc sous licence MIT, vu qu'il est open source, le développement se fait en toute transparence. Si jamais vous utilisez la solution, que vous tombez sur des problèmes ou vous voulez des fonctionnalités en plus, ouvrir une simple issue sur GitHub ou voire même une pull request si jamais vous avez envie carrément d'implémenter la fonctionnalité, c'est tout à fait possible. Vu que le code est open source, si vous voulez l'auditer d'un point de vue sécurité, allez-y, c'est ouvert, c'est sur GitHub. En termes de contribution aussi, et probablement ce qui est le plus simple, donc c'est contribuer de nouveaux parseurs et scénarios pour que CrowdSec supporte de nouvelles applications. Et en termes de monétisation, donc nous, notre plan, c'est vraiment la partie open source, c'est juste un moyen pour construire donc, cette base de données de CTI. Donc, ce que l'on va monétiser, c'est soit un accès direct à la partie CTI pour des entreprises qui ne veulent pas ou ne peuvent pas partager d'informations avec nous, qui utiliseraient CrowdSec mais qui ne pourraient pas partager d'informations, par exemple pour des raisons de conformité, parce qu'ils ne peuvent pas envoyer d'informations à propos d'IP qui font des requêtes chez eux à l'extérieur. Donc dans ce cas-là, c'est tout à fait possible d'avoir un plan payant et donc quand même de pouvoir récupérer cette liste communautaire. Ou après, donc ça j'en parlerai un peu plus tard, mais on a aussi une console en mode SaaS qui vous permet de visualiser les alertes de toutes vos instances CrowdSec, etc. Donc ça, il y a aussi une partie gratuite, mais si vous voulez des fonctionnalités un peu plus avancées sur la partie SaaS, notamment du contrôle de permission pour plusieurs utilisateurs, etc., ça c'est dans des plans qui sont payants. Alors ensuite un petit mot donc sur notre système que l'on appelle le consensus, parce que c'est souvent la première chose qu'on nous demande, c'est ok, donc moi je vous envoie des adresses IP, toute la communauté vous envoie des adresses IP, mais qu'est-ce qui se passe si l'un de vos utilisateurs vous envoie une information comme quoi Google a fait une attaque, un brute force SSH sur un de ses serveurs. Donc c'est quelque chose qui est faux, évidemment. Mais donc nous, on a quand même besoin de se protéger contre ce type d'abus. Donc ça peut être des abus soit malveillants, quelqu'un qui voudrait empoisonner notre base de données, ou ça pourrait être tout simplement des accidents, des problèmes de configuration. Quelque chose que l'on voit très souvent arriver, c'est un site qui est hébergé derrière Cloudflare par exemple. Donc l'IP source, si vous configurez mal votre serveur web, l'IP source qui apparaîtra dans vos logs, ce sera une IP Cloudflare. Sauf qu'en vrai, ce n'est pas Cloudflare qui vous attaque. C'est l'IP, c'est le client qui a fait la requête à Cloudflare et Cloudflare vous a forward cette requête. Donc si vous avez mal configuré votre serveur web, en fait l'IP qui va apparaître c'est celle de Cloudflare et pas celle du client. Donc vous allez lui remonter l'information comme quoi Cloudflare vous attaque. Et ce serait catastrophique si nous, on se mettait à redistribuer les IP de Cloudflare. Parce que là, on casserait littéralement tous les utilisateurs de CrowdSec qui sont derrière Cloudflare. Donc on préfère éviter ça. Donc ce qu'on fait, c'est que à chaque utilisateur de la communauté, on va attribuer un score de confiance. Ce score de confiance va évoluer dans le temps. Quand vous venez d'installer CrowdSec, votre score il est de 0 parce qu'on ne vous connaît pas, vous ne nous avez pas encore fait de remontée d'attaque. Donc vous pouvez nous remonter des choses. Globalement, on va pas trop regarder ce que vous nous dites. Par contre, des utilisateurs qui ont plus d'ancienneté dans le réseau, qui ont fait plus de rapports, qu'on a pu corréler avec des remontées d'autres utilisateurs,
eux auront un score de confiance plus important. Donc on va écouter de manière plus importante leur montée. Alors par contre, il faut bien garder à l'esprit qu'en aucun cas, un seul utilisateur, même s'il a un score de confiance maximal, ne sera suffisant pour rajouter une IP dans la liste communautaire. On a aussi des critères en termes de diversité sur les sources, sur les utilisateurs qui nous remontent les informations. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, ça ne coûterait pas forcément très cher de créer, je ne sais pas, 300 machines chez AWS et les faire tourner pendant quelques mois, nous remonter des informations. Et d'un coup, demain, hop là, on dit ces 300 machines, en fait, renvoient une IP Google et comme ça se retrouve dans la blocklist communautaire. Donc pour éviter ça, on a aussi des contraintes en termes de sources, en termes de diversité d'hébergeurs, d'AS, etc. pour s'assurer qu'on a quelque chose qui est vraiment réparti sur toute la communauté, sur toute la planète, afin de limiter au maximum ce genre de risque. Donc voilà, donc chaque utilisateur, en fonction de son score, on va l'écouter plus ou moins. On fait également tourner quelques honeypots, donc qui, elles, sont des machines qui sont sous notre contrôle, donc auxquelles on fait confiance absolument. Donc ces machines, par exemple, dès qu'elles vont voir une IP, les scanner, cette IP va forcément se retrouver dans la blocklist communautaire, parce que personne n'a aucune raison de scanner ces machines, et ça va aussi nous permettre de corréler les rapports des utilisateurs de la communauté. Donc, comme je disais, on a également aussi un système de liste blanche pour éviter donc les remontées qui sont évidemment des faux positifs, donc du Cloudflare, du Google ou n'importe quel autre CDN par exemple, ou des IP privées. Ces remontées sont automatiquement éliminées, et si jamais vous nous remontez trop d'informations qui finissent à être éliminées par cette whitelist, en fait, votre score de confiance va se retrouver impacté. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à ce que vous nous dites, parce qu'une trop grosse partie de vos remontées, en fait, sont éliminées à cause du système de whitelist. Et on va aussi avoir des algorithmes un peu plus avancés qui vont, on va dire en quelque sorte, prendre un peu de recul sur les remontées qui sont faites par les utilisateurs. Par exemple, on va regarder directement au niveau du subnet les remontées. Si jamais on a 80% d'IP d'un subnet qui sont présents dans la blocklist communautaire, si on reçoit un nouveau rapport même de peu d'utilisateurs d'une nouvelle IP de ce subnet, on pourra se dire il y a 80% du sous-réseau qui semble être compromis, cette IP l'est aussi probablement, par exemple. Et donc, une fois qu'on va mélanger tout ça, donc pour chaque décision, pour chaque remontée de la communauté, en fait, donc on va prendre une décision. Donc pour envoyer ça dans une autre base de données, donc cette base de données qui sera consommée automatiquement par votre installation CrowdSec pour récupérer les IP. Donc CrowdSec va automatiquement récupérer ces IP, donc aujourd'hui c'est toutes les 2 heures. Et donc vous allez pouvoir les bloquer localement sur vos infrastructures avant même qu'elles ne puissent vous attaquer, tout simplement parce qu'en fait ces IP ont attaqué d'autres membres de la communauté. Ensuite, donc aujourd'hui, ce système de consensus est très très strict. Donc on a entre 12 et 13 millions d'IP qui nous est remontés par la communauté. Et aujourd'hui, on ne redistribue que 25 000 IP. Tout simplement parce qu'on est extrêmement strict sur les critères de quantité, sur le nombre de remontées de différents utilisateurs. Et donc, en fait, pour s'assurer qu'on n'était pas justement trop strict et que la blocklist communautaire était quand même efficace en conditions réelles, il y a quelques mois, on a fait une petite expérience dans laquelle on a pris 2 machines virtuelles chez un hébergeur. Donc machines exactement identiques, créées en même temps, IP dans le même sous-réseau, etc. Exactement le même service, donc de mémoire on avait un serveur web, un serveur SSH. La seule différence de configuration entre ces 2 machines, c'était que l'une d'elles utilisait la blocklist communautaire et l'autre non. Et donc sur la machine utilisant la blocklist communautaire, on a vu jusqu'à 92% d'attaques en moins. Tout simplement parce qu'en fait, la plupart des attaques que vous voyez arriver sur vos serveurs, c'est tout simplement des bots qui scannent Internet, qui sont vraiment du bruit de fond en quelque sorte, qui ne sont pas vraiment en théorie des menaces pour vous. Mais voilà, ça fait quand même du bruit dans vos logs. Si vous avez une équipe sécurité, ça fait du bruit pour eux parce qu'il faut quand même qu'ils regardent les alertes qui sont générées. Il faut quand même qu'ils les qualifient pour dire « Ah non, donc ça c'est une attaque, c'est un robot, c'est pas très grave ».
Donc en fait, le simple fait d'utiliser la blocklist communautaire, ça peut potentiellement réduire de 92% le nombre d'alertes sécurité qui vous sont montées. Alors donc là, le chiffre de 92%, bien sûr, ça va énormément dépendre de la localisation de vos serveurs, des services que vous exposez, etc. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu, on observe une baisse drastique du nombre d'alertes. Donc ensuite, comme je mentionnais, on a une console dans laquelle vous pouvez enregistrer vos différentes installations de CrowdSec, et ce qui va vous permettre d'avoir une vue un peu centralisée de toutes les alertes qui sont générées par vos CrowdSec. Par défaut, donc, on va fournir un outil en ligne de commande qui vous permet de voir les alertes pour une instance particulière de CrowdSec, mais voilà, donc on met à disposition la console pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble, pour avoir des graphes sur vraiment toutes vos installations si vous en avez plusieurs. Cette console va aussi vous permettre d'accéder de manière simple à notre CTI. Donc, c'est-à-dire vous allez pouvoir demander en quelque sorte l'avis de la communauté CrowdSec sur une IP donnée. Donc vous pouvez vraiment query pour n'importe quelle IP et on vous dira ok, donc la communauté a vu cette IP depuis tel jour jusqu'à tel jour, elle a été active pendant tant de temps, on l'a vu pour ce type d'attaque-là, ce type d'attaque-là et ce type d'attaque-là. Cette IP semble également être un VPN ou un nœud de sortitor. On vous donne aussi un peu de contexte autour de ça. Et donc cette CTI est accessible donc via notre console, mais aussi via une API qui va vous donner un peu plus de détails, un peu plus de données brutes pour derrière vous, par exemple, enrichir, je sais pas, dans votre OpenCTI, dans votre MISP, etc., pour avoir plus de contexte par rapport à une IP. Alors, donc il y avait une démo de prévue. Malheureusement, les vidéos ne fonctionnent pas. Donc on va devoir faire sans. Donc on va passer un peu en avant, ça nous laissera plus de temps pour les questions. Pardon ? Ok. Ah, alors, on me fait signe qu'on peut passer en principe la démo. Désolé. Bon, du coup, je pense qu'on va quand même faire sans. Si jamais vous voulez, on va continuer. Ok. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on collecte déjà énormément de signaux. Donc comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est environ à 20 millions de signaux d'attaque par jour. Ça ne fait vraiment qu'augmenter de jour en jour, soit parce que plus d'attaques, soit tout simplement parce que de plus en plus d'utilisateurs. On a environ aujourd'hui 1% de croissance quotidienne en termes d'utilisateurs de CrowdSec. Et voilà, donc nous en fait on cherche vraiment à construire un peu cet effet de masse de la communauté, où en fait à partir d'un certain point critique, si on a suffisamment d'utilisateurs, en fait plus on a d'utilisateurs, plus la donnée qui sera redistribuée, plus la blocklist communautaire en fait sera précise et efficace et réactive. Donc voilà, c'est pour ça que nous, notre objectif à terme, d'ici 2024, c'est vraiment d'avoir 1 million de machines qui participent dans cette communauté, dans ce réseau, pour nous remonter des informations. Et donc voilà, on a fait à peu près le tour de tout. Donc si jamais vous avez des questions, on a un peu de temps. Et donc on est également présent au stand 702. Donc si jamais vous voulez passer, nous poser des questions, discuter avec nous, avoir une démo en live qui fonctionnera, j'espère. N'hésitez pas. Et on a également un petit jeu pour gagner un drone. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer nous voir. Merci à vous.